Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Capgemini suite à la publication de ses résultats. Alors, on va commencer, je vous rappelle, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Capgemini. Donc on voit que c'est flat depuis 2021, on est dans une sorte de range, et on voit que la publication des résultats annuels a été très mal reçue. On est passé de 185 à 162, donc on a perdu plus de 15%. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Capgemini? On regarde ça ensemble. Donc la croissance médiane, elle est de 6,2% sur 10 ans. Ce qui est raisonnable, qui est une croissance moyenne, modérément élevée, on va dire même. Mais là, 2023, ça s'est bien ralenti à 2,4%, alors qu'il y a eu une acquisition. Et là, 2024, pas d'acquisition à signaler, et ralentissement à moins 1,90, donc décroissance. Donc là, on est toujours en bas de cycle sur les ESN. Capgemini, c'est le leader des entreprises de services numériques en France, et aussi un des leaders mondiaux. Et pour l'instant, ça ne repart pas. On continue avec les taux de marge. Alors là, il doit y avoir un problème dans le calcul de Coifin, ou alors c'est une performance complètement désastreuse. Donc si ce chiffre est correct, on est sur une forte chute du taux de marge brut. À mon avis, on est plutôt sur quelque chose qui se rapproche de 20% de ce qu'il y avait ici. Donc le taux de marge brut pour les ESN, il inclut le salaire des ingénieurs qu'on facture aux clients, puisque c'est ça la matière première en réalité. Et donc le problème, c'est qu'il y a de l'inflation salariale, alors que il y a beaucoup moins de demandes, puisque les clients, pour l'instant, sont encore frileux pour faire des investissements dans tout ce qui est IT. Donc, taux de marge brut qui chute, et il n'y a pas de pricing power dans ce secteur. Ce qu'on voit en revanche, c'est que le taux de marge d'EBITDA, lui, il se dégrade pas trop. Il reste à 12,5, près de la médiane. Donc on a quand même une bonne efficience opérationnelle. Donc ce qui veut dire qu'en fait, les frais de structure sont assez bas sur les ESN. Ils arrivent à bien serrer tout ce qui est tous les coûts qui sont pas liés au salaire, etc., à la rémunération des ingénieurs chez le client. Donc ça, c'est plutôt bien. Et le taux de marge net, lui, n'est pas impacté par la baisse du taux de marge d'EBITDA, donc on a réussi à dégager de l'efficience financière. Ça, c'est pas mal. On est un plus haut sur le taux de marge net depuis 2017, à 7,5%, ce qui est quand même qui est assez convenable pour le secteur d'activité, surtout vu qu'on opère en France. Le siège social est en France. Ce qu'on voit, c'est que les marges, finalement, sont pas si moches que ça, même si ce secteur d'activité n'a pas des taux de marge très élevés, de par la nature de l'activité, et de par le fait qu'on refacture des ingénieurs et qu'on facture des consultants. Donc on regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc ça c'est excellent. D'où est-ce que ça peut provenir? Est-ce qu'on a une amélioration favorable du BFR? Non. On a même une évolution défavorable. Est-ce qu'on a des dépenses en capital qui sont moins élevées que les dépréciations et amortissements? Oui, pour 4 milliards. Donc ça explique une légère partie de la différence qui est ici. Bon, d'une part, ça veut dire aussi que, d'autre part, ça veut dire qu'on arrête d'investir dans un appareil productif. Donc, comme on a moins de croissance, ça a du sens. Maintenant, si au moment où le marché repart, on n'a pas les capacités nécessaires, on va perdre des parts de marché. Donc, faisons confiance sur le management par rapport à l'allocation du capital et par rapport aux dépenses en capital notamment. Je pense qu'ils sauront réaugmenter ça quand il y aura besoin, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, est-ce que on a une autre partie d'explication sur les other non-cash items? Oui. Donc là, on a 4 milliards plus 9 milliards, 13 milliards, ça fait 57. Il manque 5 milliards quelque part. Donc là, il faut aller dans les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre d'où vient la différence. Attention que sur les dépréciations et amortissements, ici, il manque le chiffre pour 2024. Bon, peut-être qu'on est plus bas que ça, ou plus élevé que ça. Bon, à voir. Pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt les free cash flow, vu que ça représente mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. Mais ça, c'est que s'il n'y a pas de dette. On continue avec la rentabilité opérationnelle. Alors, est-ce que ce chiffre est correct? Toujours circonspect quand on voit des chiffres comme ça du côté de Coifin, donc c'est peut-être un bug de leur côté. Donc ce qu'on peut voir, en tout cas, c'était que la trajectoire de la rentabilité opérationnelle le ROIC, donc le rendement des capitaux investis, était haussière, plus haut niveau depuis 2016. Donc ça, c'est très bon. Ça va sans doute continuer, peut-être pas au niveau qui est indiqué ici. On est au-dessus de la médiane.
on a une bonne rentabilité alors que le chiffre d'affaires stagne, donc c'est-à-dire qu'on dégage beaucoup de free cash flow, enfin de rentabilité, on dégage beaucoup de cash opérationnel. Après, comme on dépense peu en capital parce que la croissance n'est pas là, eh bien ça permet de dégager beaucoup de free cash flow. Et ces free cash flow, faut voir ce qu'on en fait ensuite. Est-ce qu'on va les rendre aux actionnaires ou est-ce qu'on va utiliser plutôt donc du coup les cash flow opérationnels pour faire des acquisitions. Il n'y a pas eu d'acquisition sur l'année écoulée, donc moi je pense que soit ça vient gonfler la trésorerie, ou ça vient désendetter le bilan, ou c'est rendu aux actionnaires. On va regarder ça ensuite. Mais d'abord, on va regarder l'endettement du groupe. Donc on voit que l'entreprise se désendette structurellement depuis 2020. Donc ça fait que baisser, donc c'est un peu cyclique la baisse, mais on est sur une tendance baissière de la dette. On n'est plus qu'à 1,5 fois la dette nette sur EBITDA, donc voilà l'utilisation qui est faite du cash en fait, la rentabilité qu'on dégage permet de désendetter le bilan, ça c'est pas mal. On est à légèrement moins que 2 fois les free cash flow en ce qui concerne la dette, donc le bilan s'allège de plus en plus et il est pas très lourd à l'heure actuelle, donc ça c'est plutôt bien. Est-ce que on rémunère correctement les actionnaires chez Capgemini? On va regarder ça. On se met les dividendes, donc on voit que les dividendes sont en augmentation constante depuis le début de la période, depuis 10 ans. Alors c'est constant, mais le rythme n'est pas constant. On l'a coupé en 2020, mais ça c'est commun à il y a pas mal d'entreprises françaises côté. On est sur un rendement du dividende qui commence à être sympa, hein, parce que on est à donc 580 millions divisé par 27 milliards. Alors c'est peut-être pas sympa. Ouais, on est sur du 2%. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même sympathique. Et ça va augmenter surtout. On est à moins d'un quart, à peu près un quart des free cash flow qui sont versés en dividendes. Donc c'est pas mal. Hein. Il y a de la marge pour l'augmenter ce dividende. Ce qui manque un peu en revanche, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rachat d'actions. On a eu un peu de rachat d'actions là en 2024. Il faudrait que ça soit plus conséquent, que ça soit structurel pour augmenter le rendement de l'actionnaire. Donc pour l'instant, il est calculé à 3% par Coifin. Ça doit être la réalité. 3% de rendement d'actionnaire avec une perspective d'augmentation. Franchement, c'est pas mal. Et maintenant, on va regarder la valorisation. Est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA? Eh bien, on est sur la médiane, hein, quasiment. On a peut-être 3-4% de décote, de surcote, puisque on est au-dessus de la médiane. Si on zoome un petit peu sur 5 ans, ouais, c'est la même, hein, sur 3 ans aussi. Donc oui, on est pile sur une médiane historique qui est à peu près stable depuis quelques années. Est-ce qu'on a une prévision d'EBITDA sur les 12 prochains mois? Oui, mais là, pareil, on est quasiment sur la médiane. Donc rien d'exceptionnel. Conclusion du dossier Capgemini, il commence à avoir un bon rendement de l'actionnaire. Ça va peut-être potentiellement chuter encore un petit peu, vu qu'on est toujours en bas de cycle. Il faut voir ce que dit le management. Est-ce qu'ils ont de la visibilité sur une reprise? Mais ce genre d'entreprise on va dire de croissance, il vaut mieux l'acheter justement quand tout va mal. Donc on peut éventuellement attendre qu'il y ait une décote supplémentaire pour avoir une marge de sécurité. Mais je pense qu'à ce niveau-là, on a quand même on n'a pas trop de risques. On a quand même une légère marge de sécurité. Maintenant, il va y avoir un coup d'opportunité à attendre si on rentre en position que la croissance reparte. Pour l'instant, c'est pas le cas et tous les acteurs du secteur sont un peu dans la même situation, sauf peut-être Neuron qui tire son épingle du jeu grâce à ses contrats à long terme. Pour Capgemini, pour l'instant, c'est encore un peu compliqué, mais je pense pas que ça soit non plus surévalué à ce prix-là. Donc, si vous êtes intéressé par le dossier, vous pouvez aller le creuser. Moi, je pense que c'est quand même intéressant. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!